Hello à toutes et à tous. Bienvenue ce matin dans ce nouvel épisode de Loin mais ensemble avec comme invitée Anne-Laure Buffet. Anne-Laure Buffet qui est thérapeute, conférencière, autrice et je vais vous présenter ses livres. Anne-Laure est aussi accompagnatrice de victimes de violences psychologiques. Un vaste sujet. Je sais que vous êtes principalement nombreuses à avoir vécu ou vivre ce genre de situation et j'espère que ce live vous y aidera. Voilà. Je tenais aussi à remercier finalement ma cliente qui nous a permis de nous rencontrer avec Anne-Laure. En fait, je me suis rendu compte que je la suivais déjà, on se suivait déjà mutuellement. Mais cette cliente venait me voir et allait voir Anne-Laure aussi en même temps. Donc c'est assez intéressant les liens et un accompagnement que nous proposons, elle et moi, complémentaires dans certaines de ces situations. Voilà. Alors Anne-Laure va arriver dans quelques instants. Je croise les doigts, j'espère que ça va fonctionner. Pas comme la semaine dernière. Allez, tout va bien se passer. J'accueille Anne-Laure. Si ça ne devait pas fonctionner, on ne perdra pas de temps ce matin. Et je veux surtout pas perdre ce live. Donc, si ça ne fonctionne pas, on ira directement sur le compte d'Anne-Laure. Voilà. Alors, abracadabra. On croise les doigts, les amis. Est-ce que tout le monde est encore là? Oh, yes. Oh yes. Super. Abracadabra, ça a marché. Je suis en train de te transpirer. Il faut pas. Alors moi, je suis en train de me dire que les fils des écouteurs, c'est vraiment le truc le plus sexy que la planète ait inventé pour un mardi matin. On est d'accord, mais c'est quoi? Il n'y a aucune espèce d'importance, c'était magnifique. Non, franchement, Non, mais t'inquiète pas. merci, merci. Non, mais tu le sais, j'ai des chats et en fait, les écouteurs sans fil, il y en a un qui est quelque part. Oui, j'imagine. Il a dû voler Voilà. avec une petite patte là. Voilà. J'ai un peu de mal à les retrouver. Voilà. Ben, bonjour, merci Julie de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors, je suis très très heureuse de t'avoir avec nous ce matin. Déjà, comment vas-tu? Très bien. Très bien. Très bien. Alors, je t'ai prévenu, je le dis à tout le monde, j'ai des chatons qui sont extrêmement en forme et j'ai l'impression qu'ils voudraient participer. Donc, si vous voyez passer Très bien. quelque chose, c'est normal. Très bien, Tout va tu nous bien. les montreras avec grande joie. J'adore les chats et je pense que beaucoup de personnes présentes là ce matin sont aussi très friands des chats. Je vais d'abord présenter tes livres, je vais les re-représenter. Ce sont des pépites. Des pépites. Alors j'avoue, j'en ai reçu 5 et je te remercie beaucoup. Il y a juste ce dernier-là, Tous victimes, tous toxiques, pardon, tous victimes, que je n'ai pas lu, j'avoue. Donc tu nous en parleras s'il te plaît. J'ai pas le temps de le finir. J'ai commencé par Pardonnez. celui-ci. Les mères qui blessent, se libérer de leur emprise pour renaître, une claque. Oh, il y a pas mal de claques. Ensuite, j'ai fait une petite, un peu plus léger, avec l'amitié, essentielle, constructive, fusionnelle ou toxique. Quelle part de nous se joue dans ce lien puissant? Très intéressant aussi. Plus sur le lien de l'amitié, et tu nous en diras davantage, on pourra en parler. J'ai continué ensuite avec ces séparations qui nous font grandir. Couple, amitié, travail, la rupture peut-elle aider à devenir soi? Voilà. Et alors, j'ai terminé en beauté avec... Pour ça, j'ai commencé très très fort. Je fais un peu plus cool au milieu, je le savais. J'ai fait, j'ai fait mes choix en conscience. Et j'ai terminé là avec les prisons familiales. Se libérer et guérir des violences invisibles. Je pense que ça va prendre une grosse partie de l'interview de ce matin. Je te le dis tout de suite, parce que je sais que ça touche une grande partie des personnes qui vont nous suivre ce matin ou un peu plus tard et après sur YouTube probablement. Et puis, je me doute qu'il y a un lien énorme avec Tous toxiques, tous victimes, mais tu vas nous en dire un peu plus. Et je sais que très prochainement va sortir un nouveau livre dans la collection Que sais-je, c'est ça? Tu peux nous donner son titre, s'il te plaît? L'emprise. J'ai fait très simple, comme c'est sur l'emprise. L'emprise, voilà. C'est très clair. Et moi, c'est absolument direct. Parfait. Par rapport au livre que tu as présenté, pas tous toxiques, tous victimes, mais les autres, en fait, il y a presque une progression. C'est-à-dire que j'ai commencé par parler des mères,
Après, j'ai parlé des violences intrafamiliales dans les prisons familiales. Après, il y a les séparations et après, il y a l'amitié. Je me suis dit, je vais quand même essayer de faire le quatrième un peu plus soft. On peut aussi être heureux dans la vie, youpi. Mais c'est vrai que tu as peut-être bien fait de faire une pause à un moment, enfin de prendre l'amitié entre deux, parce que bon, Ouais. c'est des sujets un peu lourds. C'est un petit peu dense, surtout quand on a vécu ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, raconter un petit peu ton chemin jusqu'à aujourd'hui? Oh là là, Que t'en mon penses? chemin. Oh là là. Alors, à l'origine, je suis juriste. Je suis juriste et pourquoi je ne pratique pas le droit? D'abord parce que j'ai mis un pied sur le frein avant de passer le barreau. Je ne sais pas pourquoi. Mais vraiment, je ne saurais pas dire pourquoi, mais je voulais pas être avocat. Il y avait quelque chose qui me convenait pas, en tout cas à ce moment-là dans ma vie. Je me suis mariée, j'ai eu mes enfants, j'ai décidé de ne pas travailler pour m'occuper de mes enfants. J'ai toujours été très attirée par plus que par la psychologie. J'étais toujours très attirée par l'humain. Essayer de comprendre le fonctionnement humain, essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui vont basculer dans un monde de violence, pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à remonter la pente après un certain nombre de situations. Enfin, tout ça, ça m'a toujours intriguée. Et puis mes enfants ont grandi, comme beaucoup d'enfants finalement. Et puis j'ai décidé de reprendre une activité professionnelle. Et là, j'ai remis un pied sur le frein en disant non, non, le droit, c'est un espace-temps essentiel dans la vie de beaucoup d'individus, surtout quand il y a des situations de maltraitance, de violence, etc. Mais ça n'est qu'un espace-temps. Et c'est pas le droit qui va reconstruire quelqu'un, contrairement à ce que beaucoup de personnes victimes attendent. C'est pas la justice qui va libérer, qui va valider quelque chose, qui va légitimer quelque chose ou qui va libérer de quelque chose. Elle participe, quand elle participe un peu du chemin de reconstruction, mais elle est nettement insuffisante. Alors est-ce par orgueil et humanisme, humanisme et orgueil, les deux mélangés ou l'un et l'autre, je ne sais pas, chacun y trouvera ce qu'il veut, mais j'ai préféré me réorienter vers la psycho, j'ai repris des formations. Je pensais pas du tout être uniquement sur le sujet des violences familiales et des violences psychologiques. Il s'avère qu'en 2013, agacée par un certain nombre de choses, j'ai ouvert un blog pour en parler, mais assez candidement, j'étais convaincue que tout le monde, en tout cas beaucoup de gens, savaient ce qu'étaient les violences intrafamiliales et surtout la violence psychologique. Donc c'était en 2013, ce qui est important parce que depuis 2013, ça fait que 10 ans et on a heureusement beaucoup exploré le sujet, de plus en plus, on en parle de plus en plus. Mais en 2013, on en parlait très 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 peu. Il ne faut pas oublier que la loi sur le harcèlement conjugal, elle date de 2010, donc c'était un bébé loi encore. Et, euh, et donc j'ouvre ce blog début janvier. Et puis, je reçois un mail, deux mails, trois mails très, très, très rapidement de personnes qui me disent, mais alors en fait, je ne suis pas folle. Je dis, ah non, ben non, pas du tout. Et donc, comment vous savez comment ça se passe chez moi? J'ai l'impression que vous avez mis des caméras, vous dites ce que je vis. Et là, je me suis dit, ben, il y a quand même un problème, parce que si en 2013, avec les possibilités d'accompagnement thérapeutique ou de compréhension psychologique qu'on a en France, il y a encore tellement de personnes qui sont dans le doute, un doute profond vis-à-vis d'elles-mêmes, c'est que le sujet n'est pas assez exploré. Et en fait, ben, ça a démarré comme ça. Voilà. Et merci. Et merci de faire Je t'en prie. tout ce que tu fais. Et le fait d'écrire ce livre, je te jure, je pense que donc celui-ci, hein, Les prisons familiales, Mhm. je peux que le recommander, même si ça peut être violent de se dire ah oui, oui, ah tiens, je connais ça, ah je connais ça. Ouf, voilà. Mais et de se dire je ne suis pas seule et je ne suis pas folle. Et, Et ça, et je te c'est tellement dirais, important. excuse-moi, je te coupe, mais je te dirais que par rapport à ce livre qui date de 2019, donc ça fait pas longtemps, hein, je pourrais le reprendre, je pourrais le compléter, je pourrais en rajouter, parce que heureusement la loi est évolutive, mais puisque la loi est évolutive, la société est également évolutive, donc les choses sont différentes. Et ce qui est dramatique, c'est qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, plus on va en parler et plus il y a une espèce de recul sociétal où il y a des gens qui restent enfin, campés sur des positions alors qu'on dira systémique, patriarcal, ce que tu veux, mais qui restent campés là-dessus et ce qui fait qu'il y a presque, il y a encore plus, je trouve, deux blocs qui s'affrontent, des personnes qui soit parlent de leur histoire, soit vont défendre ces histoires-là, et puis des personnes qui vont dire, en gros, si je schématise, qui vont parler des victimes en disant c'est bon, quoi, elle avait qu'à partir.
ou ah, t'es parti, ça va aller mieux. Non, alors c'est Mm. beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Il faut se Donc, préparer à ça. Mm. ouais, Mm. non, Ça non, laisse des c'est un traces. vrai chemin. Ça laisse des traces et ça ressort à un moment donné. Même si on travaille dessus, Ah oui. probablement que ça ressort. Voire on peut attirer un autre type de personne qui peut être toxique. Enfin bref, c'est un peu. Chaque histoire C'est est pas. bien sûr unique, hein, mais un peu. Écoute, je vais me permettre de rebondir tout de suite sur le mot attirer, parce que tu dois l'entendre, je l'entends tous les jours. Il y a deux mots que j'entends quasi tous les jours. C'est les personnes qui vont me dire maintenant, les toxiques, je les repère. D'accord. Mm. Ah, donc, comme je ne suis pas convaincue qu'en fait, une personne toxique se promène avec un gyrophare sur la tête en Je disant suis coucou, je suis toxique. toxique, je suis pas convaincue. Et les autres qui vont dire je les attire. Et en fait, c'est très intéressant parce que qu'on dise je les repère ou qu'on dise je les attire, on est encore en posture de victime. Mm. C'est à partir du moment où on est capable de dire, et ça met du temps, et mon propos qui peut être culpabilisant ne se veut pas culpabilisateur. Donc surtout, surtout, prenez ce que je dis en mettant de la distance, en respirant, dégagez-vous de vos émotions, en écoutant ce type de live parce que c'est difficile. Mais tant qu'on est dans le je les attire, je les repère, donc c'est une posture de victime et c'est les limites, la construction de soi ou la reconstruction, la confiance en soi, la validité, la validation de ce que l'on a vécu avant ne sont pas assez solides. Donc il y a encore un parcours à faire. Moi, je dirais qu'on ne les repère pas, on ne les attire pas, on n'est pas encore en capacité de mettre un stop, de s'éloigner, de mettre fin à une relation. On a encore un besoin à combler dans une relation qui va redémarrer en amitié, en amour Mm. professionnel, hein, quel que soit le cadre. Mm. On a encore besoin de quelque chose qu'on va encore malgré soi chercher. Alors petit à petit, on s'en éloigne, mais on est encore dans cette mécanique-là qui nous retient et qui nous amène encore vers des rencontres dont on a du mal à se défaire. La mécanique vient souvent, mais pas tout le temps, de l'enfance. Mhm, Et d'ailleurs, tu donnes un exemple qui est assez incroyable d'une femme qui a été mariée qui a eu une enfance très heureuse, apparemment, qui a été mariée mhm, pendant plus de 20 ans avec un homme charmant, apparemment, pas de problème particulier, et qui finalement se trouve coincée dans une relation de maltraitance avec finalement le médecin. mhm, Le médecin qui accompagnait, qui était là au moment du décès, c'est ça, du mari, si mes mhm. souvenirs sont bons. Et finalement, donc cette femme-là, finalement, a découvert l'emprisonnement, parce que j'ai bien aimé, on va en reparler aussi, la terminologie, je pense, est très important aussi, et recadrer là-dessus, mais elle s'est trouvée avec un emprisonneur tardivement dans sa vie, alors que rien ne la prédisposait à tomber sur ce type de personnalité. Non, alors c'est donc très rapidement, c'est une femme donc qui a eu une enfance, on va dire assez heureuse, sans que ça soit exceptionnel, mais une enfance assez heureuse, qui rencontre son mari. Avec son mari, la relation est tout à fait saine. Ils ont des enfants, ça se passe bien avec les enfants. Enfin, c'est pas la famille ricorée, mais ça va. Oui. Ça va jusqu'au jour où ils sont en voiture, il y a un chauffard qui leur rentre dedans, le mari meurt sur le coup, elle se retrouve à l'hôpital pendant un certain nombre de temps, et il y a un médecin qui prend soin d'elle, effectivement, comme toute l'équipe médicale, mais qui prend plus soin d'elle qu'il n'aurait dû logiquement prendre soin d'elle. La mère de cette femme la met en garde, enfin l'entourage la met en garde, les enfants qui sont grands la mettent en garde, et elle a tout perdu au moment où elle perd son mari, c'est-à-dire qu'elle perd tout ce qu'elle a construit, Mm. tout ce qu'elle a Tous rêvé ses repères. ouais, tout. Et en tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'affectif et de l'émotionnel, tout s'écroule. Et puis ce médecin donc l'accompagne même après la sortie de l'hôpital. Elle se croit aimée, elle se croit capable de refaire quelque chose. Et puis elle finit par refaire un bout de chemin avec lui, mais un bout de chemin qui va être complètement dévastateur, puisque là, pour le coup, il y a effectivement de l'isolement familial, de l'isolement amical. Elle va perdre ce qu'elle avait construit avec son mari. Leur exploitation professionnelle, elle va la perdre. Enfin, bon. Et petit à petit, en fait, c'est vraiment un parcours inverse. Tout ce qu'elle avait construit va se déliter. Elle, la première, d'ailleurs, dans la relation. Et ce qui est terrible dans l'histoire, c'est que cette femme a fini donc, par être tellement isolée qu'elle ne voyait plus ses parents et elle n'a pas eu le temps de revoir son père avant le décès de son père.
Donc c'est vraiment tout ça pour dire, on parle souvent, comme tu le disais, de ces enfances maltraitées, maltraitantes, qui font que l'adulte va être dans un mimétisme et une répétition de maltraitance ou de posture victime. Mais il y a aussi des personnes qui ont simplement été aimées et qui croient, pendant un long parcours de vie, et qui croient que l'amour est suffisant, ou que l'amour existe, ou que l'amour va revenir, que les choses vont se reconstruire. Et non, c'est insuffisant. Elle a une fracture complète, pas simplement du corps, elle a une fracture dans sa vie, et ça l'a tellement fragilisée, ça l'a tellement rendue vulnérable. Tiens, tu voulais en voir un, Oui. que voilà, tu dis bonjour. Tu dis bonjour gentiment, voilà, puis pas jouer ailleurs maintenant. Elle a eu cette telle fracture qu'en fait, elle était perméable à tout et incapable de se protéger. Voilà. Est-ce que finalement, ces gens-là, ces emprisonneurs, captent la faille et ont cette facilité-là, justement, de capter la faille et de s'y engouffrer comme pour capter et aspirer le reste de l'énergie. Parce que là, c'est ce cas-là, mais j'ai quand même l'impression d'une façon aussi générale, alors c'est du général encore une fois, et donc pas du particulier, mais bien sûr, que bien souvent, le type de profil de personnes qui attirent ces personnalités-là, on peut les appeler perverses, on va y revenir de toute façon, sont plutôt en général gays, optimistes, pleines d'énergie, etc. Est-ce que ça, tu valides ça ou pas? J'allais te dire, c'est Ouais, plus compliqué que ça. bien sûr. Non, mais c'est plus compliqué parce que, alors, déjà, pourquoi le terme emprisonneur? Je vais peut-être commencer par ça. Alors, je reviens juste pour expliquer, parce que tout est dans ce livre-là, prison familiale et prison familiale. Parce que c'est ce que tu dis très bien. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le mot pervers narcissique est utilisé à tire-larigot et mal utilisé. Comme tu dis très, très, très bien, tu décris très bien, pervers narcissique, c'est un mot qui est dans le DSM. C'est un mot psychiatrique, d'accord, mais qui est aujourd'hui utilisé, qui est galvanisé et qui perd toute sa substance. Mais j'ai l'impression que les victimes ont besoin de ce mot-là pour se faire entendre et se faire comprendre et crie alerte. Et si on n'utilise pas le mot pervers narcissique, on a l'impression que les autres en face ne vont pas nous prendre au sérieux. Parce que déjà, même en utilisant le mot pervers narcissique, les gens en face peuvent se marrer parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais on est presque obligé de dire attention, là, je suis face à un gros cas, je suis en souffrance. Et on est presque obligé d'utiliser le mot pervers narcissique, qui est comme le plus gros des mots, pour des fois décrire une situation d'emprisonnement avec un emprisonneur. Et ça, c'est ce que tu utilises comme mot pour décrire finalement la plupart des personnalités toxiques comme celle-ci. Alors, ce que je te propose, c'est que je vais partir du pervers D'accord. narcissique et je vais revenir ensuite à ta question. Le pervers narcissique, il a eu ses heures de gloire, vraiment, il y a 6-7 ans à peu près. Moi, en 2013, par rapport au blog dont je te parlais, quand je parle de pervers narcissique, c'est relativement peu connu. Racamier, ça fait à peu près 20 ans qu'il a travaillé le sujet. Marie-France Irigoyen ou Alberto Heger, c'est beaucoup plus récent. Donc le pervers narcissique n'est pas rentré dans le langage courant, pas du tout. Ce qui fait que les personnes en souffrance de violences psychologiques, et je dis bien psychologiques, hein, pas physiques, quoique, bon, bref, c'est encore un autre sujet, mais en tout cas avec ce côté totalement invisible et indicible de la violence, tout d'un coup, elles ont un terme qui apparaît, qui permet de dire je suis face à un monstre et qui semble plus scientifique ou plus reconnu que le terme de monstre. Sauf que, évidemment, les médias s'emparent de ce mot-là, ce qui est normal, il faut bien vulgariser, il faut bien expliquer, il faut bien que beaucoup de personnes reçoivent l'information. Sauf que, dans le même temps, les réseaux sociaux s'emparent de ce terme-là, sauf que on voit apparaître des vidéos qui n'ont ni queue ni tête, avec en gros les 5 moyens pour repérer le pervers narcissique, qui a limite la promo dans le coin, promotion pour l'hiver, enfin c'est des trucs complètement délirants, ce qui fait que de 2013 où on n'arrivait pas à le dire, en 2018-2019, on ne voit plus que le terme de pervers narcissique, et effectivement, comme tu le dis, si on dit je suis avec un conjoint qui est
particulièrement jaloux, je suis avec un conjoint qui est particulièrement absent, et qu'on n'arrive pas à dire autre chose parce que la victime n'a pas les mots pour décrire ce qu'elle vit, elle est privée de vocabulaire, elle est privée de compréhension, donc elle est privée de langage. Si on n'a pas le mot, on se raccroche au terme de pervers narcissique. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, si on écoute un peu les gens, on a l'impression qu'il y a 40 pervers narcissiques dans nos trucs qui sortent chaque jour, ce qui est impossible. Mm. C'est impossible. C'est une façon de fonctionner qui est très particulière. En revanche, par rapport à l'emprisonneur, pourquoi j'ai pris ce terme-là? C'est parce que psychiquement, la victime est dans une prison, d'où le titre du livre. Elle est dans une prison. Et que ça soit un pervers narcissique, que ça soit quelqu'un qui est extrêmement jaloux, que ça soit dans le contrôle, essentiellement le contrôle économique, qui n'est jamais seul, mais essentiellement dans le contrôle économique, quelle que soit la manière dont la violence s'exerce, la personne emprisonnée est bien face à un geôlier qui contrôle, ses libertés de pensée, ses libertés de parole, ses libertés d'agir. Est-ce que le geôlier, est-ce que l'emprisonneur repère? Pour pouvoir emprisonner, il faut bien qu'il capte une proie. Et c'est là où on revient dans ces schémas de manipulation et de destruction, c'est là où on revient à la question de la compréhension que l'emprisonneur, que j'appelle aussi souvent tyran, va avoir de ses victimes. Qu'est-ce que c'est un emprisonneur? Fondamentalement, c'est un prédateur. Qu'est-ce que c'est un prédateur? C'est quelqu'un qui va se nourrir. Un prédateur, on va dans la jungle, les animaux, les grands félins entre autres, ils se disent pas je veux cette gazelle-là et pas une autre. Ils vont chercher une gazelle, quelle que soit la gazelle. Et c'est ce qui se passe. Donc le prédateur, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise la même méthode avec tout le monde. Quand on dit 100% des gagnants au loto ont tenté leur chance, le prédateur, il fait pareil. Il va, comme l'autre n'existe pas en tant qu'autre, il existe en tant qu'objet, il va s'essayer sur 1, 2, 3, 4, 5 objets et sur le nombre vers lesquels il va se tourner, il y en a bien une de possibles victimes, de proie, qui va réagir. Et quant à savoir si les victimes, elles sont joyeuses, gaies, empathiques, hyper intelligentes, je ne vais pas dire le contraire, mais c'est également très insuffisant dans la mesure où est-ce que c'est une vraie joie? Est-ce que c'est un faux self pour masquer des blessures profondes? Est-ce que c'est une dissociation complète qui font qu'elles sont dans une dépersonnalisation, alors elles présentent quelque chose de joyeux mais qui n'est pas ancré, qui est en fait privé d'émotion, c'est juste un masque qu'elles portent. Donc c'est ça aussi qu'il faut observer, c'est une victime, elle n'est pas joyeuse parce qu'elle est blessée. Une victime, elle n'est pas hyper empathique, elle ressent les choses, toutes ne le ressentent pas. Une victime, elle est en souffrance profonde, elle a un manque profond, ancré depuis l'enfance, ou comme la personne dont on parlait tout à l'heure, qui s'est fracturée à un moment, qui s'est créée à un moment, et elle a besoin, plus que le désir, parce qu'elle n'a plus de désir, elle a le besoin qu'on vienne la chercher. Donc, c'est cette interaction qui va se jouer. D'un côté, le prédateur qui a faim, au sens presque physiologique du terme, il a besoin de se nourrir pour combler quelque chose, et la proie qui va devenir victime, qui est dans une espèce de vide abyssal et qui a besoin qu'on comble quelque chose. S'il n'y a pas l'interaction, la rencontre, elle ne se fait pas. C'est sûr. Merci pour toutes ces précisions. Mais du coup, alors finalement, comment bien nommer les personnes? Parce qu'on peut remettre aussi dedans les paranoïaques. Est-ce que quelqu'un qui est plutôt tendance paranoïaque, on va le rentrer plutôt dans le pervers narcissique ou dans l'emprisonneur, suivant, en tous les cas, tu vas me dire, suivant son attitude avec sa victime, on va le mettre dans une... En fait, c'est pas du tout pour mettre dans des cases, c'est vraiment pas ça mes questions, c'est vraiment pour aider plus les victimes à s'en sortir. Et ce que je trouve que le fait de pouvoir nommer, et quand on est en souffrance, de pouvoir mettre quelque part, oui, pour une fois, une étiquette, mais qui est justifiée, c'est permettre aussi de mieux décrire aux autres cette souffrance et ce qu'on vit dans ces moments-là. Tu vois? Alors, moi, je te dirais que, tu vois, comme quoi, heureusement que tous les jours on travaille et c'est vrai que les écrits peuvent, pour certaines choses, relativement rapidement, les mots peuvent évoluer. En 2019, je dis emprisonneur puisque je parle de prison, donc en plus le terme il se situe dans ce cadre-là.
Aujourd'hui, je dis plus, je peux le dire, mais je ne dis plus principalement emprisonneur, je ne dis plus principalement pervers narcissique, certainement pas. Je parle de tyran. Ok. Parce que fondamentalement, que il soit pervers narcissique, qu'il soit jaloux, Mm. qu'il soit manipulateur, sans forcément être pervers, que en tout cas, ils exercent une tyrannie. C'est vraiment, alors pour le coup, c'est dans le Que sais-je qui sort dans 15 jours que je développe ça. Ils exercent un terrorisme de l'âme. Et donc le terme de tyran me semble aujourd'hui le plus juste et il est le plus compréhensible par tout le monde sans mettre de la pathologie. Mm. Alors que pervers narcissique, on l'associe à une pathologie, ce qui n'est pas juste, enfin ce qui n'est pas exact, sans avoir besoin, quand on dit tyran, on n'a pas vraiment besoin de qualifier tous les comportements. La tyrannie, on sait ce que c'est, le terrorisme, on sait ce que c'est. Donc le terme pour moi le plus adapté, c'est de dire je vis avec un tyran. Après, en thérapie, on explore, on comprend les mécanismes, on les retravaille. La personne peut petit à petit élaborer autre chose. Il s'avère que c'est réellement un tyran ou pas, Mm. ou pas. Mm. Mais c'est pour moi le terme le plus adéquat pour en tout cas signifier qu'on est dans une situation conjugale, familiale, amicale, professionnelle où il y a ce rapport dominé-dominant qui ne s'inverse pas, qui ne peut pas s'inverser, qui ne profite qu'à l'un des deux et qui détruit petit à petit, lentement mais sûrement l'autre. Quel mot utiliser face justement à la justice avec des avocats qui sont souvent pas du tout formés là-dedans, qui ont une espèce, enfin, j'ai quand même l'impression, une espèce de certaine de suffisance par rapport à ça, en mode, on sent très bien ce qu'elles peuvent penser, c'est putain, encore une qui se prend pour une victime ou une qui se victimise, etc. Comment vraiment utiliser les bons mots pour à un moment donné, déjà, rien que par son avocat ou son avocate, se faire comprendre et avoir au moins le sentiment d'être entendu pour être le mieux possible accompagné et protégé. Alors, un avocat, c'est pas un psy, déjà. C'est bien. Et c'est très important de l'entendre. C'est quelqu'un. Et alors là, on parle des femmes. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes qui sont en souffrance et en grande souffrance, parce que toutes les femmes ne sont pas des saintes de vitrail, loin de là. Mm. Euh, L'avocat, il est là pour comprendre le contexte. Il n'est pas là pour faire le Pour autant, suivi je t'arrête un thérapeutique. instant, mais j'ai quand même l'impression, et quand même d'une façon générale, que la grande majorité sont quand même des hommes. Il y a des femmes, évidemment, Dans hein, les ça, c'est violents, sûr. Oui, 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 la grande majorité sont des hommes, ouais. mais quand Mais il y a les si on femmes. exclut, si on évite de dire ou si on ne dit pas, quelle que soit la raison pour laquelle on ne le dit pas, si on ne dit pas qu'il y a des femmes qui sont des femmes, des mères qui sont Bien sûr. maltraitantes, on ignore fondamentalement le système sociétal dans lequel on fonctionne. Mm. Alors après, je voudrais pas partir sur deux sujets en même temps, mais les deux sont importants. Alors, je vais revenir sur l'avocat et après, je Oui. reviendrai sur la question de la femme maltraitante, si ça te va. Un avocat, c'est donc absolument pas un psy. Bien évidemment, il n'est pas question d'y arriver en ignorant totalement la souffrance que la personne ressent. Et elle a le droit d'être mal, et elle a le droit de le dire, et elle a le droit de pleurer. Mais si elle attend de la part de son avocat la même compréhension ou la même compassion que ce qu'elle pourrait recevoir en suivi thérapeutique, elle va perdre du temps. Selon l'avocat, elle va perdre de l'argent, parce que les heures passées à parler et à pleurer, elles coûtent cher. Voilà. Non, mais il faut le dire, hein, C'est vrai que c'est important. donc c'est le lieu, l'avocat, c'est le lieu où l'on peut tout dire parce que l'avocat ne juge pas. C'est le lieu où la honte empêche de tout dire. Donc il faut y arriver en se disant, quoi que je dise, mon avocat n'est pas là pour me juger, il est là pour me défendre. Si l'avocat n'a pas tous les éléments, il défendra mal. C'est lui qui va faire son tri de juridiquement je m'en sers, juridiquement je me sers pas de l'info. Mm. C'est à lui de faire le tri. C'est vraiment important de bien l'entendre. Il faut tout dire à l'avocat. Voilà. Mm. Euh, Important. sans honte, sans scrupule, sans regret. Parce qu'il ne se servira pas d'un élément contre son client ou sa cliente. Donc, après, ce qu'il faut dire à l'avocat, et je pense que ça aussi, c'est un travail important à faire qui peut être fait avec un thérapeute, qui peut être fait seul. C'est plus facile de le faire avec un thérapeute quand la charge émotionnelle est trop présente. C'est reprendre la chronologie de sa vie. À quel moment je rencontre mon conjoint,
comment, brièvement, hein, en quelques mots, comment ça se passe. Les événements importants, les événements marquants. Alors, les événements marquants ne sont pas forcément ce que tout le monde va qualifier comme événements marquants. Par exemple, un mariage, c'est un événement marquant, mais peut-être que le mariage a été marquant pour d'autres choses. Ça a peut-être été l'organisation du mariage qui a été compliquée. C'est peut-être le lendemain du mariage qui a été compliqué. Donc, c'est essayer de restructurer. Est-ce que dans le plan relationnel, dans le plan professionnel, sur le plan des activités qu'on pouvait avoir, culturelles, sportives, etc., est-ce qu'il y a eu une évolution? Essayer de comprendre pourquoi. Et une fois que cette chronologie petit à petit s'inscrit, mais qu'elle devient visible, il y a des éléments qui vont ressortir. Et ça, c'est ce qui va être apporté à l'avocat. C'est-à-dire de dire, ben, petit à petit, mon projet de vie, mes ambitions personnelles, mes désirs personnels, mes volontés personnelles se sont restreintes jusqu'à être totalement réduites. Il ne faut pas oublier que face à quelqu'un qui est un tyran, on va mener un travail d'enquête. Alors, c'est très intéressant quand on a le temps, parce que c'est jouer au petit Sherlock Holmes, donc c'est super. Mais malheureusement, quand les personnes se retrouvent en procédure, elles n'ont pas le temps. Donc, c'est arriver vraiment avec cette chronologie à réveiller les souvenirs, ils se réveillent. Donc, à réveiller le souvenir en se disant, ah, c'est vrai, si je parle de la naissance du premier, du deuxième, du troisième enfant, je me rappelle aussi qu'il disait ça de manière récurrente ou qu'il faisait ça de manière récurrente. Il ne faut pas oublier que c'est la récurrence qui compte dans la maltraitance, enfin dans la manipulation. Donc, ce qui était agi de façon répétée, les mots qui revenaient, est-ce que dans le champ lexical utilisé par le tyran, il y a des mots spécifiques qui revenaient parce qu'on entend souvent qu'ils disent de façon extrêmement élégante à leur compagne, espèce de salope, sale pute. Bon, c'est assez fleuri comme langage, mais je l'utilise sans aucun complexe et je suis désolée si ça choque certaines oreilles. Mais étant donné que c'est le mot qu'ils vont dire, les mots qu'ils vont dire, je ne fais que les répéter. Mais il y a d'autres mots, il y a d'autres structures de phrases, il y a d'autres comportements qu'ils vont agir de façon répétée. Et ça, c'est important de pouvoir dire à l'avocat, ça revenait régulièrement. Et à chaque fois que cette phrase-là revenait, je savais que je ne pourrais plus sortir, aller travailler, faire ce que je voulais. Donc c'est vraiment restructurer ça. C'est un vrai travail qu'il faut faire, pas avec l'avocat, mais avec un psy, parce que seul, c'est douloureux. Donc il faut le faire. Ça prend du temps. Mais si on ne le fait pas, on n'est pas prêt à aller voir l'avocat. Et on n'est pas prêt à être en procédure. Pour revenir sur la maltraitance féminine-masculine, très rapidement, la maltraitance masculine, elle s'appuie sur une chose fondamentalement, c'est le patriarcat, c'est ce système sociétal avec lequel on évolue depuis maintenant des décennies, si ce n'est des siècles. C'est la gestion, la protection du patrimoine dévolu à l'homme. La société est gérée par un bon père de famille. Actuellement, on peut se poser la question, mais enfin, c'est quand même comme ça que, et individuellement, et familialement, et socialement, on nous a éduqués depuis des décennies. Donc, structurellement, de façon, j'allais dire presque endémique, l'homme a le droit d'avoir le pouvoir. C'est pas pour autant qu'il va prendre le pouvoir, mais l'homme a le droit d'avoir le pouvoir, l'homme a le droit de demander le respect, l'homme a le droit d'exercer le contrôle. C'est ainsi que structurellement, on a évolué. La femme se doit d'être reconnaissante, se doit d'être redevable, se doit de prendre en charge ce qui va permettre à l'homme d'exercer son contrôle. C'était une interaction qui pouvait avoir une raison d'être il y a quelques siècles, aujourd'hui qui n'a plus du tout de raison d'être, mais les croyances demeurent, les modes de fonctionnement demeurent, et donc les violences demeurent, agissent de la même manière. D'où le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'hommes violents. Alors bien sûr, ce que je te dis, on peut le développer pendant des heures, je te le fais en condensé, mais il y a beaucoup plus d'hommes violents, mais il n'empêche que dans les femmes violentes, d'abord il y a celles qui auront reçu de la maltraitance enfant et qui vont pas répéter un schéma de soumission, qui vont répéter un schéma elles vont s'identifier à l'agresseur, hein, comme le dit Ferenczi, c'est une identification à l'agresseur, donc elles vont répéter des comportements de maltraitance. Et puis il y a celles qui, pour se protéger de ce système structurellement déviant, qui est
le machisme, enfin la domination masculine, le machisme et le patriarcat, elles vont en adopter les codes. Si un homme est violent, une femme peut être violente. Mm. Ah. Ouais. Et c'est vraiment important. Et là, en ce moment, j'ai des lectures très réjouissantes, hein. Je vais montrer celle que je suis en train de lire. C'est Les enfants du purgatoire. Mm. C'est sorti il y a quelques semaines aux éditions de l'Observatoire. Et c'est écrit par Claude Hydrac, qui est journaliste et qui a passé 2 mois à la Brigade des mineurs de Marseille. Voilà. C'est sympa, oui. Euh, il- Ce qui Très est sympa comme terrible, lecture. je vais dire, en lisant ce qu'il raconte, puisqu'il raconte énormément de cas, l'immersion pour lui a été violente. Et moi, je le lis uniquement quand je suis à mon bureau, comme ça je sais que je suis à Mm. ma posture de travail. Oui. Ça me protège. Mais le pire, c'est que je trouve, enfin, je suis pas blasée du tout. Mais ce qui pour lui est effrayant, moi, c'est ce que j'entends au quotidien. Bon, il y a plus d'hommes maltraitants, mais il y a des femmes très maltraitantes. Oui, évidemment. Et d'ailleurs, est-ce que leur système de fonctionnement est le même? Est-ce qu'ils agissent de la même manière ou pas? Est-ce qu'un homme maltraitant enfin, utilise les mêmes codes qu'une Non, femme maltraitante? non. Sur le papier, on dira qu'il y a le même code au départ, un code au départ qui est celui de la séduction. Mais la femme maltraitante, on va dire dans le cadre conjugal, la séduction, pardon, qu'elle va agir, c'est la séduction qui s'est appropriée les codes qu'on attribue aux femmes. Donc le sourire, le charme, la D'accord. féminité. Voilà. Un homme, et ça c'est, alors en plus, là on parle que des relations hétérosexuelles. Il ne faut pas croire que dans les relations LGBT, il n'y a pas de Bien sûr, oui. maltraitance. Au Mais rapport humain. comme on reste dans un cadre pour l'instant hétérosexuel quand on en parle, mais un homme, il va arriver avec le charme qu'on peut prêter à un homme, hein, le sourire, les belles paroles, mais ce côté Brad Pitt qui va sauver un peu la planète. Et si au passage on pouvait faire partie de la planète, même être devant, ça serait vachement bien. Et c'est ça en plus, tu vois, tous les jours, je me questionne, je me dis, on lutte contre le patriarcat, on lutte contre la violence, on lutte contre la domination, on explique, Mm. on va sur TikTok et on voit les mêmes filtres et les mêmes euh, personnes se comporter de la même manière, c'est-à-dire qu'elles vont hurler dans une vidéo pendant 30 secondes sur TikTok, les hommes ils sont très très méchants à bas le patriarcat, et 30 secondes après, elles sont filtrées, maquillées, pomponnées. Non, non, non. Alors je dis pas qu'il faut qu'on soit toutes à l'abandon de nous-mêmes pour se faire entendre, Mm. mais tu vois, je trouve qu'on est dans une société où on répond, on se remet en tant que femme encore dans le code pour pouvoir faire entendre la violence qu'on subit. C'est extrêmement. Il y a un côté presque schizophrène là-dedans. Et d'ailleurs, Ouais. est-ce qu'au niveau national, tu as le sentiment que des choses sont faites concrètement pour, en tous les cas, ou protéger les victimes, ou aider les victimes à s'en sortir, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou pas pour toi, ou pas Quand assez? tu dis au niveau national, c'est gouvernemental? Je sais pas. Oui, global, associatif, ce que tu veux. Ok. Ben, moi, je suis c'est effectivement Andrea Bescon et Cécile me le rappelle très bien. Andrea Bescon qui dénonce effectivement tous ces féminicides, etc. Euh, c'est vrai qu'à Paris, je Alors, vois pas trop, mais alors. comment te dire? Attends, je respire. Au niveau local, et parfois national, puisque les associations locales sont pour beaucoup chapeautées par une association nationale, il y a beaucoup de choses qui se font, qui sont dites. Il y a beaucoup de propositions. Il y a très peu de moyens. Hmm. Ce qui veut dire qu'une femme qui prend conscience que seule et avec ses enfants, elle est dans une situation où il y a de la violence, c'est bien de le comprendre. Maintenant, si il n'y a pas les moyens, soit pour qu'elle parte en urgence parce qu'il n'y a pas la place d'accueil pour elle, ça c'est pour les situations où il y a de la maltraitance physique et de la maltraitance sexuelle, soit si elle a
couper les ponts avec l'entourage parce que les ponts ont été coupés, hein, mais qu'elle a plus l'énergie pour les contacter, soit parce qu'elle est privée pardon, de moyens économiques qui vont parfois jusqu'au téléphone. C'est-à-dire quand on entend des femmes qui ne comprennent pas qu'elles ont été séquestrées, mais qui sont enfermées chez elles toute la journée sans téléphone, c'est de la séquestration et elles ne peuvent pas communiquer. Donc pour ces personnes-là, il y a un manque de moyens sur le terrain, pas humain, un manque de moyens économiques et matériels qui est considérable. Considérable. Sur le plan législatif, l'appareil législatif tente à s'enrichir. Tu prends l'article de loi qui concerne le harcèlement moral dans le couple, moi je suis morte de rire. Je suis morte de rire. Parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur cet article de loi pour dire à une victime, c'est dans le code, on va pouvoir vous défendre. Le harcèlement moral, il faut pouvoir, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, il faut pouvoir dire, je sais que je vis ce que le code condamne, parce que je vais pouvoir vous donner tellement d'éléments, tellement de situations que j'aurais vécues, que à la fin, ça fait du harcèlement moral. Le harcèlement moral, c'est pas recevoir 10 coups de téléphone par jour. C'est que ces 10 coups de téléphone soient une menace. Tu ne réponds pas, tu vas voir ce soir. C'est ça, la jonction des équilibres à faire. Sur le plan médical, il y a de plus en plus de formations qui sont proposées aux médecins. Alors moi, j'en ai fait plusieurs auprès de dentistes. Ça pourrait paraître étrange. Non. Une femme qui a été contrainte à la fellation ne peut plus, pour beaucoup, elles n'ouvrent plus la bouche. Elles ne passe plus. À force de serrer les dents, le bruxisme, etc., il y a une raison au bruxisme. Il faut aller comprendre la raison. Donc en fait, de plus en plus, il y a des formations pour dire aux médecins, au-delà des symptômes que vous identifiez, il y a la cause du symptôme qui va aller chercher. En addictologie, on s'est trop longtemps attaché, par exemple pour les alcooliques, on s'est trop longtemps attaché à traiter l'addiction. Aujourd'hui, on va aussi traiter le symptôme. On n'est pas addict sans raison. Il serait temps. Donc, tu vois, parce que, et t'en sais quelque chose, de plus en plus, on va proposer des prises en charge psychocorporelles. Il serait temps aussi. Donc, médicalement... Et pourtant, c'est encore peu connu. C'est-à-dire que moi, je défends mon beefsteak, effectivement, par rapport au psychocorporel passé par le corps, mais le corps est encore tellement loin. C'est vrai, et surtout en France, dire que c'est quand même le pays de la psychanalyse, etc., que du mental. Donc on gère le mental, alors que tout passe par le corps, évidemment. Je vois des femmes en souffrance physique, et c'est très clair que des stress, etc., et d'ailleurs tu le décris aussi très bien là, c'est-à-dire que si vous avez des douleurs là, il y a de fortes chances que vous soyez sous emprise, c'est probable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est passionnant ton livre, et je vais le lire et le relire, parce que c'est très clair que il ouvre des pistes très claires. Et voilà, lisez-le s'il vous plaît. Lisez-le ou prêtez-le à vos amis ou amis qui sont dans des situations où vous pressentez qu'ils sont dans des situations comme ça. Mais tu sais, pour les maltraitances physiques, enfin pour les conséquences physiques, moi très souvent j'en entends qui me disent, alors déjà elles minimisent, alors qu'elles sont victimes, elles minimisent encore les conséquences, l'impact des violences psychologiques qu'elles subissent, mais elles vont dire, il n'y a pas de violence physique. Et c'est là où il faut le dire, déjà la menace est une violence physique, parce qu'en fait, face à une menace, que fait l'humain, que fait le corps? Il recule, il se contracte. Quand c'est tout le temps, eh ben, c'est tout le temps qui va finir par être contracté. Moi, très souvent, je leur dis, en cours de thérapie, je leur dis, oh là là, vous avez grandi. T'imagines bien qu'une femme de 40 ou 50 ans, elle me regarde les yeux, je dis, non, non. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous êtes plus grande parce que vous vous êtes redressée, parce que la cage thoracique s'est ouverte, parce que la respiration est différente, parce que les douleurs, petit à petit, s'apaisent. Donc, vous semblez plus grande. Non, c'est pas Alice au pays des merveilles, on n'a pas mangé le gâteau. Mais... et tu vois, c'est de dire en fait ce que subit le corps physiquement quand on dit mais allez faire de l'ostéopathie, allez faire de la kiné, allez faire de la natation, allez faire de la boxe, allez faire de la danse pour reprendre conscience de votre corps pour qu'à la limite il vous fasse souffrir parce que là vous êtes loin de votre souffrance et c'est pas normal d'être loin de sa souffrance aussi. Ça c'est important. Alors pour revenir à ta question des prises en charge nationales, gouvernementales. Moi, j'adore les effets d'annonce. Non, mais c'est joli, c'est super beau un effet d'annonce.
C'est C'est, cool. bah attends, en plus maintenant si tu le mets sur Insta, tu peux avoir les paillettes, tout ça, c'est chouette. Ouais. Et oui, c'est compliqué de faire bouger la société. Mais si on fait un effet d'annonce et que derrière on fait pas grand-chose, bah ça restera un effet d'annonce qui en plus va perdre de sa propre légitimité puisqu'il ne se passe pas grand-chose à côté. Et ça, c'est catastrophique. Donc, à la limite, il vaut mieux ne rien dire, faire et le peu qui a été fait l'annoncer, plutôt que de dire le nouveau quinquennat sera comme le précédent. Oh, pardon, je critique personne, hein, mais le nouveau quinquennat sera comme le précédent, sera le quinquennat qui va défendre et protéger les droits des femmes et des enfants. On peut me dire le Covid, les gilets jaunes, la guerre en Ukraine, tout ce qu'on veut, et les femmes et les enfants. Donc en fait, on attend quoi? On attend encore 2 ans, 5 ans, 10 ans qu'il n'y ait plus de crise, mais il y aura toujours une crise, quelque part. Donc il y aura éventuellement toujours une raison pour se dire j'ai pas les moyens ou j'ai pas le temps de prendre en considération les gens qui vivent dans mon pays et qui sont en grand danger. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a déjà du mal à lutter contre les violences conjugales physiques. Les féminicides en sont la preuve. Euh, qu'on ne vienne pas me dire, il y a aussi des hommes qui meurent sous les coups de leur conjointe. Oui, il y en a. Mais là, je vais être extrêmement plus nuancée dans mes propos. Autant je dis qu'il y a des femmes maltraitantes, autant Elle tue quand pas. une femme n'en peut plus, Mm. qu'elle agisse une violence réactionnelle et qu'elle tue son bourreau, bon, bien sûr, sur le plan humain, on n'est pas censé donner la mort, Non, mais elle mais tue pas sur pour le rien. plan de la destruction, voilà. Mm. Donc, tu vois, Bon, je nuance hein, quand il y a même à toujours chaque fois. quelques brebis galeuses, évidemment. C'est sûr qu'il y On a, aura il y a toujours. l'histoire, on pourra toujours. Il y a un couple apparemment lesbien, l'une des deux a tué l'autre. Bon, Oui. mais c'est quand même très très rare, quoi. C'est Tu quand sais, même. l'adage dit que l'exception Oui, confirme la règle. de Donc, toute si façon, l'adage existe, c'est bien qu'il a une raison. bien sûr. Mais après, il ne faut pas non plus se dire, au nom par exemple, tu vois, quand on entend les colères de certaines féministes qui disent que si elles vont critiquer un homme, elles vont avoir le droit au hashtag Not All Men. Oui, bah oui, pas tous les hommes, d'accord, Évidemment. ok, pas tous les hommes ont battu leurs femmes, maltraité leurs enfants. Mais si on ne travaille que l'exception, en fait, on ne peut pas faire avancer la chose. Mm. Là, tu vois, en même temps que la lecture du livre que je t'ai montré, j'en lis un autre écrit par une avocate sur les placements abusifs. Oui. Oui, j'ai des lectures drôles le soir, ça me détend. Euh, Bah, alors, je oui, lis celui-là aussi, c'est pas mal aussi, hein. J'ai lu celui-là. Pourquoi suis-je restée? Le lien traumatique au pervers narcissique. Comprendre pour se construire. Pas mal aussi dans la série. ben, Ouais. mais tu vois, si la parole se délie sur un certain nombre de sujets, si une avocate prend le risque d'aller dénoncer des magistrats, des avocats, voire le système national, gouvernemental, etc., c'est bien qu'on est dans des situations qui sont aberrantes. Aberrantes. Moi, sans dévoiler plus que ça de son histoire, là, il n'y a pas tellement longtemps, je suis une personne, une femme, qui est encore mariée, le divorce n'est pas prononcé, elle est privée de tous ses biens, de tous ses biens. C'est économiquement organisé par le mari. On peut le prouver. Elle est allée porter plainte au commissariat. Au commissariat, on lui a dit, Madame, la violence économique n'existe pas. Je te parle de janvier 2023. Hein. La violence économique n'existe pas. Donc, Madame n'a plus rien. Elle a Je les huissiers respire. chez elle. Bon, je respire. Mais hein, Je respire. je peux t'en parler d'une autre euh, qui vient de passer en cour d'appel dans une situation où elle n'a plus la garde de sa fille, qu'on vienne pas me dire oui, mais peut-être que le dossier. Non, je connais le dossier, donc je sais de quoi je parle. Elle n'a plus la garde de sa fille est maltraitée par le père. Objectivement, c'est prouvé. Les médecins ont demandé des soins importants, donc le père doit les mettre en place. Il n'a rien fait depuis Oui, longtemps, bien évidemment. évidemment. Madame a lancé la première procédure qu'elle a perdue, donc elle est partie en appel. En appel, on lui a dit, alors vous allez arrêter vos procédures parce que c'est quand même un petit peu fatigant en ce moment, toutes ces procédures que vous faites. Et quant à monsieur, il va conserver la garde de votre fille. Et étant donné que ça se passe très bien pour l'instant, s'il n'y a pas de soins, ça se passe très bien. C'est une catastrophe sur le plan médical, hein. Et je connais le dossier. C'est une catastrophe. Ça se passe très bien pour l'instant.
on ne va pas lui imposer quelque chose qui pourrait bouleverser une fois de plus votre fille. Donc, elle C'est ne voit vrai. pas sa fille. Et ce n'est pas un ou deux dossiers. On a énormément de dossiers comme ça. Énormément. Alors oui, il y en a, heureusement, où justice est rendue. Heureusement qu'il y en a. Parce que si je ne dis que ça, les personnes qui nous écoutent vont se décourager, elles vont prendre la poudre d'escampette. Et il ne faut surtout pas fuir. Il y a les moyens de se battre, mais c'est long. Il faut se battre, mais c'est long. On n'aura pas la justice qu'on attend. C'est pas parce que la justice ne dit pas, Madame, vous êtes victime et vos enfants aussi, qu'elle ne le reconnaît pas. Elle n'a pas forcément le droit de le dire. L'important, c'est la décision qui sera obtenue. Donc, il faut se battre pour obtenir une décision juste et pas forcément pour qu'il y ait la qualification en Hmm. droit. En droit, si on a. Parce qu'il y a quand même des choses. Je suis désolée, je suis Sur le droit très par rapport à bavarde. la Hein, puis alors, police, etc. C'est que c'est un peu. Et d'ailleurs, non, oui. puis je parle beaucoup, alors. Non, non, c'est très très bien. C'est très très bien et merci parce que c'est très clair aussi. Mais parfois, effectivement, avec tout ce qu'on voit, tout ce qu'on lit, même par rapport à ce que peut déclarer Andrea Bescon, c'est-à-dire des femmes qui vont porter plainte, qui portent plainte, etc., et qui finalement, enfin, qui finissent par assassiner. On se dit, mais que fait la police? Mais au-delà de ça, je sais bien, certains font ce qu'ils peuvent et ils sont très bien, d'autres moins. Bon, il y a de tout le monde n'est pas formé en effet. Mais parfois, justement, ça peut être décourageant. C'est se dire, ok, je vis à peu près la même chose que cette Alors, femme-là, mais si je suis moi, pas entendue, et si derrière, ça sert à quoi finalement? je vais dire un truc, faut remettre les choses dans le contexte. Les policiers sont de plus en plus formés, heureusement. Ce qui n'est pas formé, c'est notre connaissance de notre droit de manière générale. Si j'étais ministre de l'Éducation nationale, ce que je ne me souhaite absolument pas, mais si je l'étais, il y a une chose que j'imposerais en première et terminale, c'est pas l'éducation civique, blabla, aimons-nous les uns les autres, hein, pas du tout. C'est des cours de droit. C'est apprendre aux citoyens les droits qu'il a en tant que citoyen. Une femme qui va porter plainte et qui entend qu'il n'y a pas de raison à la plainte, donc elle ne sera pas prise, elle doit squatter le commissariat. Elle ne doit pas partir du commissariat. C'est pas à l'OPJ de juger de la recevabilité ou non de la plainte. Ça sera éventuellement au procureur, ça sera éventuellement à son supérieur, c'est pas à l'OPJ. Donc, si on arrive au commissariat, sachant le courage qu'il faut pour aller au commissariat, si la plainte n'est pas entendue, on ne décare pas du commissariat. C'est tant pis. Si on doit faire un sitting, on fait un sitting. C'est pas grave. Il n'y a rien qui est ridicule. Le ridicule, c'est ce qui est monstrueux, c'est que des femmes soient maltraitées ou que des enfants soient maltraités. C'est ça qui est Ah, c'est grotesque. sûr. Donc, on ne part pas du commissariat. Si vraiment la personne ne se sent pas le courage de rester plantée sur sa chaise au commissariat en disant je partirai quand ma plainte aura été déposée, on peut déposer plainte dans n'importe quel commissariat. On croit qu'on doit aller dans le commissariat de notre quartier, de notre ville. Non, on peut aller porter plainte dans n'importe quel commissariat. Donc il faut aller porter plainte. Euh, et il faut aller porter plainte parce que là aussi où c'est très violent, c'est quand on entend la plainte a été classée sans suite. Une plainte classée sans suite, en droit, c'est pas un non-lieu. Une plainte classée sans suite, c'est nous n'avons pas à ce jour en droit les éléments suffisants pour poursuivre. Mais si un fait nouveau, si un élément nouveau apparaît, peut-être qu'on pourra poursuivre. Le non-lieu, c'est il ne s'est rien passé. Donc le classement sans suite, il a un sens. Le classement sans suite, il dit à une victime, on veut bien entendre que vous êtes victime, on n'a pas le droit de le dire juridiquement, on n'a pas assez d'éléments. Mais on ne dit pas que vous ne l'êtes pas, sinon ça serait un non-lieu. Et c'est hyper important de faire la distinction parce que le Merci. nombre de fois où on les entend, les malheureuses qui disent mais ça a encore été classé sans suite, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas victime, ça veut dire la matière juridique est insuffisante pour être traitée. Tu vois, et c'est Très toutes ces important. nuances-là. Je me dis, mais gouvernementalement, si on enseignait ça en seconde, première, terminale, ça entraîne d'autres systèmes de pensée aussi. Ça veut dire, en fait, puisqu'on parle aussi du harcèlement scolaire, nécessairement aujourd'hui, en fait, si je harcèle ma copine ou mon copain de classe et qu'il va porter plainte, même si c'est sans suite, eh ben moi, ça peut être réouvert. Je peux un jour être attaqué pour la même chose par quelqu'un d'autre. Donc c'est valable pour la victime et c'est valable pour celui qui agresse. Tu vois, c'est hyper important et ça, on devrait l'apprendre. Donc, bonne question. Est-ce qu'il vaut mieux porter plainte directement
ou faire une main courante. La main courante, elle sert plus à rien. Elle sert à rien, on est d'accord. Elle sert à rien. Oui, mais par La- exemple, oui, mais après la légitimité, pour l'avoir vécu, euh, on m'a menacé de mort à un moment donné. Euh, à l'époque, j'étais juste allée poser une main courante. Est-ce qu'il aurait fallu à oui, l'époque que j'aille porter plainte, par exemple, mais contre cette personne? ma petite Julie, je ne dis pas que tu es une vieille dame, mais à l'époque, comme à l'époque de beaucoup de gens, la Oui, main depuis courante 10 ans. restait une main courante. Oui. Voilà. Aujourd'hui, si tu arrives en disant je suis menacée de mort, mais pourquoi les femmes faisaient des mains courantes? C'est parce qu'elles se disaient ça va être tracé quelque part, mais monsieur n'en saura rien, donc je suis pas en danger. C'est ça. En fait, C'est c'était ça exactement ça. l'idée de la main courante. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, tu arrives au commissariat et tu dis, je suis menacée de mort, j'ai pris une claque, c'est instantanément basculé en plainte. D'accord. Quand même. Alors, Ouais. pour ça, petite parenthèse, ça a quand même un petit peu évolué, visiblement. Mais c'est pour ça que je dis, il y Ok. a des avancées, il y a Oui, des choses qui se passent. quand même. L'énorme difficulté, c'est qu'à un moment dans toute cette mécanique, d'abord, c'est très long. Donc, toi, tu es tous les soirs chez toi avec ton mari qui te menace et ton dossier qui traîne dans un commissariat parce qu'ils ont 500 dossiers à traiter dans les commissariats par commissariat, donc ça traîne. Il y a vraiment ce sentiment d'être en déshérence judiciaire et juridique, et c'est normal. Mm. Euh, et puis il y a la nécessité. Il ne faut pas oublier que une femme qui va porter plainte sait ce qu'elle vit. La personne qui va la recevoir n'est pas un psy, c'est comme pour les Ah, avocats, c'est un officier de police judiciaire qui va devoir mener une enquête pour voir si ce qu'elle est venue déclarer, qui peut être qualifié de crime, est vrai. Donc ils ont une enquête à mm. faire. Et ça, on l'oublie souvent aussi que même les mieux formés, même les plus adaptés à entendre, à comprendre, à réagir, n'ont pas forcément les moyens matériels, n'ont pas forcément les moyens économiques, je parle de la police, et doivent mener une enquête pour avoir un dossier solide à présenter au procureur pour qu'après l'action se fasse rapidement. Mais en amont, ça prend un temps fou. Oui, c'est long. C'est pour Voilà ça que pourquoi porter certaines plainte, finissent mortes, parce que ça oui. va pas assez vite, quoi. C'est Alors pas moi, qu'ils font rien. je te dirais que dans un certain nombre de cas, alors là, je parle pas des violences physiques, mais des violences psychologiques. Moi, très souvent, je leur dis, tirez-vous, mais portez pas plainte, ça va déclencher une mécanique que vous ne pourrez pas arrêter, qui va nourrir la colère de celui qui commet des violences sur vous, qui va l'alimenter, avec un élément tangible qu'il pourra vous reprocher, donc il va vous culpabiliser encore plus, vous allez avoir encore plus honte, mais en revanche, derrière, le traitement des violences psychologiques est tellement aléatoire, voire absent, que vous en sortirez pas. Donc, tu vois, Mais c'est donc, violence psychologique, première chose à faire déjà, se faire accompagner. Aller voir un thérapeute ou une thérapeute dans lequel vous soyez entendu et accompagné. Et ensuite, fuir, on est d'accord. Mm, Hmm, on est d'accord. mm, Une mm. question tout à l'heure, c'était est-ce qu'il faut partir ou aider cette personne manipulatrice? Non, comment te dire? C'est impossible. Alors, non, mais c'est une très Courage, bonne fuyons! question. C'est une très très bonne question. C'est une bonne question. Euh, Fuir n'est pas lâche. Jamais. Je rappelle à tout le monde que, et on l'a dramatiquement vu l'été dernier, quand il y a des incendies, on fuit. C'est pas lâche de fuir. Alors oui, on peut prendre un extincteur, appeler les pompiers, oui, mais on se met en protection avant tout. On reste pas avec son extincteur prêt à exploser au milieu de l'incendie. Ben là, c'est la même chose, en fait. Donc, fuir. Euh, Mais comment Aider faire, par exemple, l'autre. quand il n'y a pas de moyens? C'est-à-dire qu'effectivement, quand c'est le bonhomme qui a la bourse en main, Parce que le compliqué. mot fuite, on l'imagine comme une course en avant, c'est-à-dire j'ouvre la porte de la maison, je me tire de chez moi. Fuir, c'est fuir là déjà. Quelqu'un qui part physiquement, géographiquement, parfois à l'autre bout du pays, voire à l'autre bout de la planète, hein, j'en ai connu, mais qui, dans sa tête, est pas prêt à partir, ne part pas. Donc, à l'autre bout de la planète, à 5000 km de distance, elle se débrouillera pour essayer d'avoir des nouvelles de la personne qu'elle a fui, pour voir si elle ne peut pas, à distance, faire encore quelque chose pour elle. Et par rapport à la petite question qui a été posée de est-ce qu'on peut aider ou pas, la meilleure aide qu'on pourrait apporter à une personne manipulatrice, ça serait de la quitter
si elle a besoin d'aide et si elle est prête à recevoir une aide. Parce que ça pourrait éventuellement déclencher en elle un mécanisme de remise en cause qui ferait qu'elle se dirait pourquoi est-ce que j'ai été quittée. Donc c'est éventuellement la seule aide qu'on pourrait leur apporter en tant que conjoint. Oui. Bon, pour avoir quelques exemples personnels, j'ai l'impression que ça. Il y en a certains qui Aider, restent c'est... sur l'entre-soi et c'est forcément la faute de l'autre. Oui, non, mais c'est pour ça Tu que je vois? dis aider. S'il y a aide C'est possible, c'est partir. c'est que ça, C'est d'accord. certainement pas en restant. Ouais. Ça peut peut-être La déclencher mécanique, quelque chose. Mm. bah, la mécanique, sinon, elle est toujours la même. C'est que ces personnes-là, ces femmes-là, elles vont. J'ai l'impression que je suis extrêmement blanche. C'est pas grave, on va dire Non, que je c'est suis la lumière. mortichia aujourd'hui. Non, non, t'es vraiment. Euh, euh, voilà, famille Adams. Euh, les personnes qui veulent aider, il faut qu'elles comprennent en thérapie pourquoi elles ont ce besoin d'aider. Qu'est-ce qu'elles vont réparer à cet endroit-là? Qu'est-ce qui n'a pas été élaboré avant et qu'elles ont encore besoin de construire à cet endroit-là? Mm. C'est aider l'autre, c'est déjà s'aider soi-même. Alors ça fait un peu parole à la Paolo Non, c'est clair. Coelho, mais aider l'autre, c'est d'abord s'aider soi-même. Sinon, on aide mal deux personnes, l'autre et soi-même. Donc, je crois que le premier conseil à donner sur le coup, pour le coup, sur le plan psy, euh, on n'est pas fait, l'être humain n'est pas fait pour souffrir, ni physiquement, ni psychologiquement, ni émotionnellement. En 2023, on a les moyens de ne pas souffrir. Donc, quand on se dit ça ne va pas, je souffre ou je suis en difficulté, même, même si l'autre, on le croit victime et nous coupable parce qu'il y a inversion de la faute, parce qu'il y a manipulation, parce que tout ce que tu veux. Mais je souffre, je ne vais pas bien. La première chose à faire, c'est aller consulter. Pourquoi est-ce que je souffre? Mm. Pourquoi est-ce que tout le monde me dit tu devrais aller bien et je vais mal? Pourquoi est-ce que autour de moi les gens disent oh, t'as de la chance, ton mari, mais il est vraiment. On aimerait bien avoir un mari comme toi et pourquoi j'ai envie de leur hurler dessus? Surtout pas. Tu vois? C'est pas normal. Donc, ce qui n'est pas normal pouvant être rétabli ou réparé ou expliqué ou reconstruit, la première chose à faire, c'est d'aller en parler. Oh oui. Parce que les amis, bon, il y en a qui sont capables d'écouter et d'entendre, mais d'autres pas du tout. Ou contredisent. Ou... Les amis ne comprennent pas toujours. Les amis, parfois, sont dans des situations où ont connu des situations analogues et ça réveille quelque chose qui n'est pas facile pour eux. Les amis, ils ont besoin d'être là en soutien, ça les valorise, hein. Il ne faut pas oublier qu'en tant que bon être humain qu'on est tous, on a peu besoin de se sentir par moments important. Mais, Alors, je fais le lien avec ton livre sur l'amitié. mais les amis, c'est pas eux qui vont faire ce travail-là. Et Ils peuvent entendre. Ils ils sont sont pas là parfois pour très, ça. très patients, hein. Ils sont pas là Mais pour ça. non. Les amis, ils sont là pour l'après. Ils sont pas là. Ils peuvent être là pendant. Il faut qu'ils soient là pendant. Mais ils sont là aussi pour renourrir l'après-séparation. Et pourtant, je vais faire un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, et ce qui est vrai, beaucoup de victimes sont coupées de leur entourage, Hmm. de leur famille, ont été sabotées par rapport à ça, puisque puisque le tyran a coupé les liens et tous les ponts avec les amis, avec la famille. Donc, comment faire dans ces cas-là pour reconstruire des ponts rapidement, pour chercher de l'aide? Pas évident quand même. Euh, Question délicate, je le sais. non, question qui fait que ce qui est le plus fragilisé nécessairement chez une personne victime, ce sont ses émotions. Donc elle va avoir, quand elle se sépare du tyran, un réflexe qui est directement lié à ses émotions et un réflexe d'enfant. Elle va aller chercher tout de suite le réconfort, la consolation, le côté un peu doudou dans une relation. Euh, et c'est tout à fait compréhensible. Mais ce côté-là, si elle ne peut pas tout de suite le trouver avec des amis, si elle a perdu ses amis, etc., elle va pouvoir le trouver par le biais d'un groupe de parole, par le biais d'une association, par le biais... Alors, la thérapie, oui, non, hein, parce que tu le sais pertinemment, les thérapeutes, on n'est pas là pour être les amis, consolateurs, les doudous des personnes qui viennent en séance. Euh,
Mais il y a quand même le côté réconfortant, c'est-à-dire au moins le côté je te considère comme un être humain, Ouais, ce sécurisant. qui a été perdu. Ouais. Mm. Et ça, c'est important. C'est petit à petit qu'elles vont refaire des liens et pas à pas et personne après personne. Tu vois, c'est pas. Alors, elles ont ce besoin immense d'être tout de suite dans le lien. Pour beaucoup aussi, elles ont peur du lien. Donc, il y a quand même une espèce d'ambivalence, mais elles ont besoin d'être dans le lien parce qu'elles vont se sentir en vie si elles sont dans le lien. Et en même temps, elles craignent le lien. Donc oui, c'est plus, il y en a beaucoup, j'oriente vers des groupes de parole. Et tu vois, d'être prise dans un environnement où finalement tout le monde partage à peu près les mêmes problèmes, les mêmes questions, les mêmes difficultés, sans jugement, sans petit à petit de rentrer dans ces groupes-là. Elles vont trouver des affinités particulières avec certaines personnes, elles vont créer une relation qui sera peut-être au début du copinage, de la camaraderie, puis dont il va pouvoir sortir quelque chose. C'est petit à petit. Elles sont dans l'urgence et l'urgence ne résout jamais rien. Donc, c'est apprendre aussi à canaliser cette urgence-là qu'elles ressentent profondément, apprendre à la contrôler en disant ce que je fais dans l'urgence sera mal fait, ce que je fais pour moi parce que c'est important va m'enrichir. C'est retrouver l'équilibre aussi à cet endroit-là. Est-ce que tu as des noms justement à donner aux personnes qui nous écoutent, des noms d'associations Alors, justement vers lesquelles se tourner dans ces cas-là? en région parisienne, il y a Elles Imaginent, D'accord. qui est très bien. Mhm. Euh, j'ai eu des bons retours d'une association qui s'appelle Parole de Femmes. Euh, Il y a des après, Insta, donc, elles ont Insta toutes ces assos ou pas? Je sais pas. je sais pas. D'accord, oui, je regarderai. Euh, après, il y a, alors il y en a pas partout, il y en a pas dans toutes les villes, loin de là. Après, quand je dis groupe de parole, c'est pas forcément pour parler de ce que l'on a vécu. Ça, c'est déjà exploré en thérapie. Ça peut être un groupe de parole pour parler d'un autre sujet qui reste personnel, mais ça peut être lié. Aujourd'hui, alors là, pour le coup, il y en a beaucoup. Un groupe sur la maternité, un groupe sur la sororité, un groupe pour le retour au travail. Parce que pour beaucoup de femmes, elles ont perdu leur travail ou en tout cas, elles sont en burn-out. Donc, c'est le retour au travail. Donc, c'est rester sur le même chemin de reconstruction, mais parfois un peu décalé. Tu vois, pas uniquement, je vais aller parler de ce que mon mari me faisait vivre et de la manière dont je vais très très mal. C'est aussi chercher un peu autre chose qui est très enrichissant. Donc, c'est se remettre quand même sur un chemin de vie qui est libéré de tout contrôle, en principe, donc qu'on a le droit de décider. Ça ça peut être une activité culturelle, ça peut être une activité artistique. C'est en tout cas sortir de l'isolement et le groupe fait moins peur que la relation euh, interpersonnelle avec une seule personne. Parce que dans le groupe, on a le sentiment qu'on peut s'effacer, donc on peut arriver petite souris, effrayée et intimidée avec un passé compliqué, et puis petit à petit, pardon, apparaître dans le groupe. Complètement. D'ailleurs, oui, je rebondis sur ce qu'écrit Sissou. Effectivement, merci de le rappeler, que j'ai eu en live. C'est mettre l'application sur son téléphone, The Sorority, qui est une superbe Mhm. application et qui permet de s'entraider entre nous en cas d'attaque de violence et même intrafamiliale. Pouvoir appuyer sur ce bouton et appeler à l'aide, Mhm. moi qui est une voisine, une amie ou quelqu'un qui vienne sonner à la porte ou j'en sais rien, Ouais, bah qui appelle la police, il peut se passer quelque chose. Voilà, The Sorority, c'est une très belle application qu'on a tout, on peut avoir sur son téléphone, donc c'est pas mal aussi. ah bah, et puis, il faut pas oublier qu'avec les violences psychologiques, la violence physique, elle peut toujours arriver. Donc, les personnes qui pensent qu'elles sont protégées, je vais mettre des gros guillemets, parce qu'il ne fait que hurler, maltraiter verbalement, harceler, etc., mais qu'il n'y a jamais eu de passage à l'acte, j'ai tendance à leur dire, ouais, mais ça peut arriver aussi, hein. Mm. La décompensation, elle existe, même chez les méchants. Oui, oui, Donc, c'est bien d'avoir cette application, de se dire, logiquement, elle ne me servira jamais. Mais je mais l'ai. je l'ai. Important.
C'est bien que tu lises les questions parce que, Oui, tu vois, en principe, je suis comme ça, tu vois, toute la journée. Hein. Et là, quand je suis comme ça, alors je suis dans un flou. dans un brouillard à l'intérieur. Là, c'est pas le brouillard, c'est la presbytie. Oui, oui, ça commence à me parler. Il y a une question là. Peut-on différencier justement si la personne est manipulatrice ou pervers narcissique ou autre? Est-ce inconscient cette manipulation? Ah oui, ça, c'est surtout ça aussi, je voulais te poser comme question. Est-ce que c'est manipulateur, c'est tyran? Est-ce que c'est ou inconscient? Alors, alors, je te vois plus, je te sens plus, je t'entends plus, tu bouges plus. Alors, allô, il y a quelqu'un? Vous êtes toujours là ou pas? Justement pour pas. Allô, il y a quelqu'un? Pardon, je Allô? faisais une petite transition. Ah putain, j'avais l'impression d'être le musée Grévin. L'horreur. Rebonjour. Alors, attends, ta question c'était sur l'intention consciente, inconsciente du manipulateur. Et là, ça fait ah. Donc, je vais reprendre là-dessus. Euh, Ça coupe au bout d'une heure, les Non, lives? non, mais normalement, non, non, non. À un moment donné, oui. Et maintenant, il nous laisse. Mais je pense qu'on va arrêter là-dessus parce que j'aurais trop peur de perdre complètement la vidéo. Donc, Le... Moi, je dirais la question de l'intention n'est pas la question à se poser quand on est victime. Je vais la faire en deux temps. Quand on est victime, si on cherche l'intention, on va chercher consciemment ou inconsciemment à aider encore la personne qui met en souffrance. Donc, la question de l'intention, elle se réfléchit pas quand on est dans la situation de victime. Est-ce que les manipulateurs le sont intentionnellement? Est-ce qu'ils agissent intentionnellement? Euh, Ce qu'ils font intentionnellement, c'est d'aller chercher ce qui va les satisfaire eux. Est-ce qu'ils ont tous l'intention de détruire l'autre? Je n'en suis pas convaincue. Est-ce que quand il y a un passage à l'acte, c'est-à-dire quand ils sont découverts par leur victime et que donc ils risquent une condamnation ou autre chose, ils agissent intentionnellement lorsqu'ils ils aggravent leur violence? Oui, oui. Intentionnellement, on sait que si on tape quelqu'un, qu'on maltraite quelqu'un, qu'on prend un couteau, qu'on le poignarde, a priori, on est conscient, sauf à être psychiatrique, on est conscient de l'acte qu'on est en train d'agir. Est-ce que c'est intentionnellement qu'ils vont maltraiter les enfants? Encore une fois, l'intention, elle est en amont de ça, elle est de nourrir quelque chose dont ils sont carencés ou en manque ou en souffrance ou en quête. Donc l'intention, c'est une intention qui est totalement tournée vers eux, absolument pas vers l'autre. Si pour nourrir, pour satisfaire leur intention, ils doivent détruire, ils détruiront. mais Donc l'intention n'est pas forcément de détruire. Ouais. Tu vois, Non, c'est dans l'autre sens qu'il faut le voir. Oui. C'est pas l'intention, c'est pas de détruire, mais si ça doit passer par la destruction, c'est pas un problème. Ah oui, c'est encore plus tordu. Je, je parle des pervers narcissiques. Oui,
Oui. Parce que Mais... voilà. Les manipulateurs ne sont pas tous des pervers narcissiques. Ce n'est pas parce qu'on vit un manipulateur qui n'est pas un pervers narcissique que l'on va pouvoir vivre toute sa vie avec lui. Tout dépend de ce qui est mis en place en face comme réponse, comme frein, comme stop, pour arriver à ne pas être débordé par ce qui pourrait virer à de la tyrannie. Donc, je le dis parce que je sais, c'était peut-être pas le cas, mais souvent quand on dit, mais il est peut-être que manipulateur, je dis, mais on peut être manipulateur et destructeur, même si on n'est pas pervers narcissique. Alors, à quel moment il faut partir? C'est une très bonne question. Je suis très sérieuse. Je vous remercie de me l'avoir posée. C'est une très bonne question. Il faut partir quand on est prêt à avoir mal. Alors, je vais expliquer. Prendre conscience est le moment le plus abominable qui soit pour une victime de maltraitance conjugale ou familiale. Parce qu'elle est avant encore dans l'illusion qu'elle peut peut-être faire quelque chose, elle est encore dans l'excuse, elle est encore dans la recherche de compréhension. Alors elle va de moins en moins bien, ça, ok. Mais elle est encore nourrie par un espoir qui s'effiloche, il est encore là. Quand il y a la prise de conscience, l'espoir s'éteint à ce moment-là. Alors déjà, la victime a eu son désir tué par le manipulateur, le tyran, hein. Mais là, au-delà du désir, il y a l'espoir aussi qui s'effondre. Ce qui fait que la victime va se retrouver devant un abîme. Elle ne sait pas quoi en faire, elle ne sait plus où aller, c'est un fracas complet. Si elle n'est pas accompagnée à ce moment-là, si elle fuit en urgence, sans avoir un, deux, trois repères, si elle n'est pas prête à avoir encore plus mal qu'elle n'avait mal, parce qu'elle va devoir combattre, elle va devoir affirmer les choses, elle va ressentir physiquement la solitude, il ne faut pas partir. Il ne faut pas partir tout de suite. Alors, je parle des victimes de violences psychologiques, je ne parle pas des violences physiques, c'est encore autre chose. Mais quand il y a la prise de conscience de la violence psychologique, je ne dis pas qu'il faut rester des années. Je dis s'il y a prise de conscience, il y a nécessairement un accompagnement thérapeutique et ou juridique et ou médical qui vont se mettre en place. C'est partir, c'est quand il y a l'accompagnement, c'est-à-dire quand il y a le lieu, l'endroit, la personne à laquelle on va se raccrocher quand vraiment on est au fond du fond, quitte à ce qu'elle dise je suis désolée, je rappelle demain, aujourd'hui j'ai pas le temps, mais c'est revenir à l'humain. Parce que sinon, la personne, elle s'en sort pas. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on part, c'est pas parce qu'une victime va quitter cette situation-là qu'elle ne va pas y retourner. Il y en a beaucoup qui font, moi j'appelle ça des rechutes, hein, tu sais, un peu comme quand on fait de la kiné enfin, qu'on passe un certain temps en rééducation après un accident. La thérapie, c'est une forme de rééducation de l'âme, du corps, de l'esprit, du cognitif, du comportemental. Il peut y avoir des rechutes. C'est pas, en soi, une rechute n'est pas grave. Ce qui est dramatique, c'est de croire que parce que on est parti, on retourne avec son tyran, on est encore plus nul que ce que lui, il ose dire, et donc de rester à nouveau. Faut pas oublier que ces relations-là, elles démarrent sur un sentiment qui est très particulier, c'est l'amour. Donc les victimes, elles espèrent que l'amour a existé à un moment, elles vont essayer de réveiller cet amour-là, elles vont essayer de retrouver cet amour-là. C'est pas comme avec un patron. Surtout qu'au moment de la rechute, quand la victime revient sur ses pas, d'une certaine manière, bien souvent le tyran, le manipulateur, ou qui on veut là, va être souvent très très doux. Oui, vachement gentil. Oui, il va être très très adorable. Oui, bien chérie, mais je t'aime tellement. Ouais. Alors, tu peux revenir, je t'aime tellement, je ne t'en veux pas, mais je te préviens, mais la prochaine fois, mais c'est la dernière fois que tu me fais un coup pareil, mais il n'est pas question que tu recommences. Donc, c'est vraiment Jekyll et Hyde en une seconde, hein. Je ne t'en veux pas, c'est tout à fait normal, dans un couple, ça arrive, mais c'est la dernière fois, sinon je te tue. Et le je te tue étant sous-entendu, bien sûr. Mais la victime, elle a eu tellement peur de rouvrir la porte, tu vois, en se disant qu'est-ce qui va me tomber dessus, que de commencer par entendre je suis tellement heureux que tu sois là, je suis tellement heureux qu'on se retrouve, on va vivre maintenant de beaux mois, de belles années, je vais changer.
j'ai aussi compris ce que tu m'as dit, mais ne recommence pas, c'est le chaos instantané. Et puis il y a d'autres cas, j'ai l'impression, de victimes qui veulent surtout pas rentrer dans la case victime. Tu sais, comme non, je résiste, je veux pas y être. Et donc, je souffre en silence, Mm. ou je souffre en tous les cas en aménageant des petites bricoles, petits aménagements entre amis, pour pouvoir quand même avoir comme une petite paille de respiration. Et je continue comme ça ma vie. Je change pas trop parce qu'effectivement, ce serait trop douloureux ou trop compliqué. Et j'essaie de survivre dans cette atmosphère-là. Mhm. Et surtout pas admettre que je suis victime parce que ce serait la honte suprême pour moi de l'être. Ben oui, parce que on nous a quand même éduqués dans un monde où victime égale faible et nul. Et d'ailleurs, c'est ce dont se servent les personnes manipulatrices, c'est dans leur discours, c'est de rabaisser l'autre en lui faisant entendre qu'elle est faible et nulle. Donc, si elle est faible et nulle, et qu'en plus on lui dit qu'elle est victime, finalement, quand on dit à une personne qui n'est pas prête à l'entendre qu'elle est victime, on fait, sans s'en rendre compte, le jeu du manipulateur. Parce qu'on est en train de lui dire la même chose, alors qu'on veut l'aider. Donc, c'est pas victime, c'est victime d'une situation qui est pénalement condamnable. On est victime d'un accident de la route, on est victime d'un attentat, on est victime d'un incendie, on est victime d'une situation orchestrée par un individu et cette situation est possiblement pénalement condamnable. Si on s'arrête à vous êtes victime, et c'est pour ça que je supporte pas d'entendre ou de voir les hashtags victime, c'est parce que non, on est victime de quelque chose, ça peut donc s'arrêter et ça peut se transformer. Tu vois, sinon c'est on statufie la personne. Ouais, Toi, tu es c'est pas une victime et étiquette, on garde la vie, quoi. tu resteras Ouais. victime toute ta Non, vie. Voilà, voilà. Bah ah non, non, surtout pas. Mon Dieu, non. heureusement. Ah oui, non, non, c'est bon, ça va 5 minutes. Tu sais, souvent je l'entends hein, dans les débuts des thérapies, au bout de un ou deux rendez-vous, la personne qui va me dire ah, mais vous croyez qu'on peut s'en sortir? Et à chaque fois, je lui dis mais vous pensez que je fais pourquoi ce métier? C'est, Je suis là. c'est, si je sais que c'est fichu foutu d'avance, c'est désespérant. Faut surtout pas que je fasse ça. Enfin, sinon, c'est du profond masochisme. Alors, j'ai des défauts, mais je suis pas maso. Donc, non. Écoute, je pourrais te garder là pendant 2, 3 heures hein, pour en parler. En plus, on a abordé qu'un de tes livres, finalement, qu'un des sujets de tes livres, parce que les autres sont aussi passionnants. Il va falloir que tu reviennes. Je vais être obligée de te réinviter. Je serai obligée de Un coup de revenir. volontiers, avec plaisir. Parce que c'est vrai que parler des mères toxiques aussi, je pense que c'est très important. J'avais plein de questions aussi à te poser. Mais là, on va passer au face-à-face. Hein. Je vais te poser que quelques questions. C'est face-à-face. Hein. Tu Ouais, réponds du tac au tac. C'est pour amener un peu de légèreté, pour terminer en beauté ce live. bien. Est-ce que tu aimerais t'avoir comme amie? Oui, mais Pourquoi? je me casserai les pieds. Là, j'aimerais bien parce que je me fais rire toute seule. C'est C'est chouette. ah, donc, comme je me fais beaucoup rire et que je pense que le rire est très important, j'aimerais bien m'avoir comme amie. Mais comme je parle énormément, je me casserai les pieds. Donc, de temps en temps, je me ghosterai pas, mais je me répondrai pas pour avoir la paix. Est-ce que tu aimerais naître homme? Est-ce que tu aurais aimé naître homme? Ah, t'as dit tac au tac et spontané. Ouais. J'aurais pas aimé naître homme. J'ai énormément râlé quand j'avais 14, 15, 16 ans parce que j'allais régulièrement en vacances dans le sud, en voiture, et qu'il y a un moment où les trajets Paris, le sud de la France, par exemple le 31 juillet ou le 1er août, il y a du Mhm. monde et que je trouve dégueulasse mais profondément injuste. Ce truc qui fait que toi, tu es dans la voiture et tu dis, je vais le faire entre deux voitures, pipi, parce que je n'en peux plus, mais c'est indécent, et que eux, ils sont tous sur le bord de l'autoroute et que personne ne leur dit rien. Et ben moi, je suis désolée, on devrait interdire aux hommes de pisser sur le bord de l'autoroute en cas d'embouteillage. Voilà, Je suis d'accord. Et c'est moi, dans ces cas, par énergie solidarité. Jackson. Tac, tac, tac. Ouais, ouais. Non, mais mince. Insupportable. Sinon, non, non, j'aurais pas aimé naître homme. Pas du tout. Est très important. Une question que j'aime bien poser. Là, tu dois organiser un dîner idéal. Mhm. Ce serait avec qui? J'invite qui je Ouais. veux. Qui tu veux? Qui est vivant, plus vivant? Ah, même des morts, Ah je peux oui, oui. inviter des morts. Qui tu veux? Tu Ah, fais trop, dîner c'est trop idéal. bien. Mozart,
Euh, euh, Martin Luther King. Euh, j'ai invité des vivants hein, aussi, faut pas croire. Euh, Lou André Salomé. Je sais pas trop ce que ça fera ensemble, Mozart et Lou André Je Salomé. suis en train de me demander Peut, aussi. peut être un concept. Mais c'est mon dîner, alors je fais ce que je veux. Exactement. C'est toi la chef. J'inviterai à mon dîner idéal. Euh, J'inviterai Simone Veil. Je la connaissais un peu, hein, Simone Veil. J'inviterai Simone Veil Pardon? pour je la connaissais un peu, Simone Veil. Pour de vrai? Donc je l'inviterai parce que, ouais, parce que la dernière fois que je l'avais vue, on avait commencé à se raconter une histoire et on avait été interrompu. Donc comme ça, je pourrais lui raconter la fin de l'histoire. Mais attends, tu sais que C'est je bon, suis quand ultra même. jalouse là. Je suis en train de te le dire là. C'est pas possible. Ah là, tu me Euh, racontes ça. Je suis ah, bah, tellement fan. Et c'est marrant parce que quand je pose la euh, question, Simone Veil apparaît à chaque fois. ouais. Quand je pose cette Moi, question. mais attends, mais moi j'avais commencé une histoire et paf, on a été interrompu en plein milieu. C'est embêtant. J'inviterai l'homme que j'aime et qui est défini, hein, il est bien défini. Enfin, Oui. voilà, il s'appelle Eric, ça Il va existe. bien spécifiquement, On a c'est pas capté. l'homme que j'aime. Là, hein. Euh, J'inviterai mes enfants parce que je pense qu'on a toujours à apprendre et que même s'ils sont grands, ben, rencontrer des gens que je considère importants, c'est important. Euh, Il y a combien de monde? C'est un dîner ou c'est un banquet là? Parce que ça commence à Je faire. sais pas, mais c'est bien Après, non mais parti. attends, après faut faire le plan de table. Alors tout T'as ça, les c'est mêmes tables que la souci. reine d'Angleterre, c'est bien. Ouh là là, pour peu qu'il y en ait un de vegan et ça va être compliqué. Euh, et qui j'inviterai d'autres. J'inviterai une femme que je ne connais pas, qui est historienne, qui s'appelle Cécile Berly et qui écrit beaucoup de livres sur les femmes. Et entre autres, un livre qui s'appelle Guillotinée, dans lequel elle parle de Marie-Antoinette, Olympe de Gouges, Madame Roland et euh, Guillotiné. zut, la quatrième, c'est pas la Pompadour, c'est bon, j'ai un trou, je suis Il désolée y en a pour la un quatrième, paquet quand même qui. Ouais. mais et elle le fait, voilà, enfin, elle fait son travail d'historienne et elle, je C'est ça. l'inviterai pour parler des femmes et je l'inviterai dans ce cas-là avec Michel Perrault. Il n'y aurait pas beaucoup d'hommes hein, à ma table. Intérêt de sage là. Non mais que Mon des bons. fils Eric Mozart et Martin Luther King, chut, silence, on écoute les femmes. Voilà. Dernière question. Ton cri de guerre. Je ne crie pas. Alors un mot de guerre, un mot de rassemblement. Ouais, parce que je ne crie pas et je ne suis pas en guerre. Un mot de rassemblement. Tu sais, moi, le mot que je préfère, c'est ensemble. Donc, ah, Voilà pourquoi ensemble, j'ai appelé ensemble cette émission Loin et mais ensemble. Oui. voilà. Mm. Donc, ensemble, bien sûr. Merci Anne-Laure. Merci pour Merci à ces toi. 1h30 ensemble. Vraiment Oula, merci. 1h30. 1h30, oui. C'est passé très 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 vite. Tu vas être obligé de revenir pour nous raconter ton expérience avec Simone, cette grande Simone. Mais je Et peux la raconter très très ah bah vas-y, rapidement. Ça prendra à peine une minute. vas-y. Il s'avère que Simone Veil avait fait ses études avec un monsieur qui aujourd'hui est décédé, mais que je connaissais. Il s'avère que j'ai rencontré donc Simone Veil dans un cadre complètement décalé du cadre ministériel ou autre, mais je l'ai rencontrée comme une grand-mère à un goûter d'anniversaire où elle avait accompagné son petit-fils et moi j'étais avec ma fille et on était toutes les deux plantées sur le canapé et aller regarder manger leur gâteau, leurs bonbons et jouer, etc. Et on s'est mis à parler. Et je savais que c'était Simone Veil, mais on s'est mis à parler comme une mère et une grand-mère des enfants qui étaient là. Et c'est tout d'un coup, en fait, j'ai été rattrapée. En principe, je suis relativement introvertie et même timide, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et j'ai été rattrapée par le truc tout d'un coup, puisque quelqu'un l'a interpellée en disant Madame Veil. Et je me suis dit, en fait, tu es en train de parler à Simone Veil. Mais j'avais pas du tout capté à qui je parlais.
C'était, je parlais juste à une grand-mère. Ah oui. Donc, et donc, on se racontait des histoires des histoires liées à la guerre, mais elle me parlait pas d'elle, des histoires liées à la guerre. Et voilà, et j'ai été interrompue. Et voilà. Donc, oui, j'ai rencontré Simone Veil, et il s'avère que cet homme qui est depuis décédé, mais qui la connaissait et par lequel j'ai connu Simone Veil, fait que je l'ai rencontré, j'ai vu Simone Veil plusieurs fois après, et on a échangé plusieurs fois sans jamais raconter la fin de l'histoire. Pour tout te dire, eh, tu veux être jalouse? Ouais. Là, tu vas être jalouse. Ouais. Elle était à mon mariage. Non, non, c'est pas vrai. Ah putain, Je l'ai je l'ai dit à personne, personne l'a entendu. on le dit à personne. Merci pour cette confidence. Et en plus, je lui rends hommage dans mon livre À nos sœurs, nos mères, nos filles, que j'ai coécrit avec Aurélie Godefroy. Je parle d'elle parce que voilà, c'est ma grand-mère spirituelle. Ah bah c'est Ouais. Ah, c'est incroyable, génial, quelle chance. Ah, t'as eu, c'est chouette pour toi, c'est vraiment chouette. Bon, en tous les cas, merci. J'espère que cette séquence, cette émission sera écoutée par le plus grand nombre. Partagez-le à vos amis, partagez aussi à vos amis, si vous avez des amis avocates ou avocats, s'il vous plaît, pour ouvrir et peut-être plus facilement comprendre, ou des copains, copines, flics, gendarmes, enfin ce qui vous voulez, mais c'est important de Et puis, savoir. moi, je te remercie beaucoup pour cette émission. Et puis, je te remercie de toute façon pour les émissions que tu fais, les lives que tu fais. Parce qu'à chaque fois, alors tu me connais, hein, je suis pas trop tarologie, numérologie, voilà. Mais quand même, à chaque fois, il y a quelque chose à y prendre. Et je trouve ça chouette. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci. Et je reviendrai avec plaisir si tu m'en donnes l'occasion. Ah oui, vraiment, vraiment, merci. Merci pour ta Et douceur puis, et les échanges. à bientôt à toi. Enfin, au revoir à tout le Mhm. monde, quoi. Bonne journée. Merci, je t'embrasse fort, Anne-Laure. Moi Bisous tout le aussi. monde, passez une très bonne journée, une bonne semaine et protégez-vous, aimez-vous, c'est le plus important. À bientôt. Ciao. Au revoir.